Salut les devs! Quatrième vidéo sur la série, je vous montre la réalisation d'un vrai projet. Et aujourd'hui, je vous fais un peu l'état des lieux de mon sprint concernant la semaine numéro 2. Donc pour rappel, dans la semaine numéro 2, j'avais prévu de faire 2 nouvelles routes d'API, notamment pour les articles, donc afficher tous les articles ou un seul article en question. C'était, on va dire, assez simple et en même temps assez monotone, je dois dire. Il n'y a pas énormément de choses, on va dire, à voir, mais il y a quand même une petite subtilité, une chose à ne pas faire, et je vous explique tout de suite en détail ce dont il est question. À tout de suite. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. J'ai terminé il y a pas très longtemps, il y a peut-être une petite heure, tout le code que je devais faire pour réaliser mon sprint, mais ça y est, je suis prêt. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce sprint. Ça reste du code et de l'architecture assez classique, hein. J'ai continué mon archi hexagonal dans Nest.js pour gérer mes articles. Il n'y a pas trop de problèmes. Le code n'était pas compliqué, était très light puisque c'était juste récupérer des données quelque part, notamment dans une base Mongo, et les afficher au niveau de mon API. Mais j'ai envie de vous montrer quand même une petite chose à ne pas faire, que je vous montre en fait dès maintenant sur l'écran. Donc ça en fait, si vous y connaissez, en fait c'est du code PHP, peut-être que vous avez remarqué. Mais voilà, ça c'était le contrôleur d'origine de gestion des articles. Et en fait vous pouvez voir, hein, il est très minimaliste, hein, il y a vraiment pas grand chose. Il y a juste une méthode qui va faire un find de tout ce qu'il peut y avoir dans les articles. Et ensuite, il y a juste une méthode un peu bateau qui est le iterator toArray pour envoyer les articles, hein, sous forme de tableau d'articles. Alors, il y a en fait, j'ai plusieurs problèmes, on va dire, avec cette manière de faire et cette manière d'écrire, au-delà que c'est très light. Alors, pour le coup, c'est vraiment light. Ça peut ne pas vous choquer. Vous pouvez vous dire, bon, ok, en fait, on affiche tout ce qu'il y a dans la base de données au niveau des articles. Il n'y a pas de recherche qui se fait. Faut savoir qu'actuellement, en fait, quand on rajoute l'exploitation en fait des articles au niveau de l'architecture logicielle, hein, que ça soit au niveau de l'API ou de l'application mobile actuelle, hein, je prends les deux en compte. En fait, l'API en fait envoie tout simplement tous les articles, et ensuite au niveau du front, hein, je crois que c'était du Ionic, je crois que c'est du Ionic, l'application actuelle. En fait, c'est dans le Ionic qui est la base c'est AngularJS. En fait, en AngularJS, on va faire un champ de recherche, et en fait, c'est dans tout ce qu'on a récupéré du back, donc dans tout le catalogue d'articles, qu'on va commencer à faire des recherches. Alors, ça marche, hein, ils ont quand même pas mal d'articles, hein, ils en ont, je crois, 1900, un truc comme ça, mais ça reste assez gérable, hein, c'est pas trop long, ça répond bien, mais c'est sûr que c'est pas optimal. Donc il y aurait peut-être déjà ça à optimiser, c'est-à-dire de pouvoir permettre au niveau du front de peut-être pouvoir envoyer des paramètres au niveau de l'API pour qu'elle filtre avec un résultat plus petit, pour optimiser, on va dire, les temps de transfert et la recherche. Ça pourrait fluidifier l'application. Mais c'est pas encore trop ça qui m'embête. Moi, ce qui m'embête, c'est ces 3 lignes. En fait, ce qu'on fait, c'est que on récupère tous les articles, et en fait, tout ce qu'on fait au niveau de la projection dans Mongo, donc la projection, si vous connaissez pas le NoSQL ou le Mongo, si vous voulez l'équivalent du SQL, en fait, c'est les champs que vous allez sélectionner. En fait, la projection là qu'on voit sous les yeux, c'est tout ce qu'elle dit, c'est en fait, je veux que tu m'affiches tout sauf les underscore ID. Donc c'est un champ qui est auto-généré, qui permet de rendre unique un enregistrement dans Mongo. Et en fait, on les affiche tout simplement. Et en fait, moi, ça me gêne un peu. Déjà pour plusieurs raisons, plusieurs grosses raisons et petites raisons, mais notamment 2 raisons. La première, en fait, c'est que on n'a aucun contrôle.
Vous n'avez, si vous faites ça, c'est la facilité, ça marche, mais vous n'avez aucun contrôle. C'est-à-dire que demain, vous rajoutez un champ dans votre base de données au niveau des articles, il est automatiquement pris en compte. Alors peut-être certains d'entre vous qui regarderont la vidéo vont peut-être se dire, bah c'est plutôt sympa, ça veut dire que on peut rajouter des champs et des données dans la base de données indépendamment de changer le code ici, on les récupérera au niveau du front, donc on n'a rien à faire au niveau du back, hein, de l'API, et il faudra peut-être les prendre en compte côté front. Sur le principe, je pourrais vous dire oui, c'est vrai, mais le problème c'est que vous prenez le risque en fait de rajouter des données dans votre base de données, qu'elles soient exposées au niveau de l'API sans vous poser la question si elles doivent vraiment être exposées au niveau de l'API. Il y a peut-être des données que vous stockez sur les articles qui ne peuvent être pris en compte que par le back, que le front n'a pas besoin de savoir, et que voilà, vous n'avez pas besoin d'afficher, de ressortir au travers de votre API. Donc ça, c'est la première chose, c'est le contrôle des données. Je trouve que faire ça, en fait, on perd le contrôle des données, on perd le contrôle, en fait, de l'intelligence des données qu'on veut ressortir de l'API. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement, et je crois que c'est le pire, en fait, c'est un peu l'expérience qui parle, c'est la dépendance. Le fait d'écrire ce code tel que vous le voyez à l'écran, de dire je récupère les données et je les envoie telles quelles, vous créez en fait une dépendance par rapport à votre schéma de données, là en l'occurrence dans Mongo, et donc à votre base de données. Ça veut dire que vous êtes dépendant de votre base de données, parce que il faut que, si vous voulez gérer vos données d'une autre façon, telles qu'elles ne le sont pas dans votre base de données, en fait, vous vous retrouvez avec un problème parce que là, tel que c'est écrit, vous affichez exactement ce qui est écrit tel que votre objet est écrit dans la base de données. Et moi, ça me gêne parce que ça veut dire que d'un point de vue évolution, on se met une limite et on se met une dépendance par rapport à Mongo. Si on laisse bien entendu ce code comme ça. Ce qui influe derrière que si vous commencez à faire des choses un peu plus complexes, donc en rajoutant d'autres données, des dépendances à d'autres collections, par exemple dans Mongo, nécessairement vous allez devoir faire évoluer ce code. Mais vous allez, par facilité et par premier constat, puisque vous allez voir que en fait c'est une projection Mongo, en fait vous allez juste adapter votre projection pour faire en sorte que ça colle avec ce que vous avez rajouté dans la base de données. Et moi, ça me gêne parce que demain, en fait, si vous voulez tout simplement virer Mongo, hein, demain, on dit qu'on n'utilise plus Mongo et qu'on veut tout simplement utiliser, je sais pas moi, une base de données relationnelle ou même des fichiers, hein, ou pourquoi pas en mémoire, hein, soyons fous. En fait là vous allez être un peu limité parce que vous allez devoir non seulement faire la migration de votre base de données, ça dans tous les cas vous allez devoir le faire, mais vous allez aussi devoir retravailler votre code et l'intelligence. Alors heureusement dans cet exemple que je vous montre c'est pas hyper dramatique parce que comme vous voyez il n'y a pas énormément d'intelligence, c'est-à-dire que c'est juste des données qui sont en base de données, qui sont stockées quelque part et qu'on veut afficher. Mais quand même, je trouve que c'est pas top de faire comme ça parce que on crée vraiment une dépendance avec cette base de données. Bien entendu, vous vous doutez très bien que c'est pas ce que je vais faire en recodant ça dans Nest.js, surtout que, comme je vous ai expliqué dans les dernières vidéos, j'ai mis en place une architecture hexagonale qui se veut de découper justement ce genre de dépendance. Donc tout ça va être retravaillé, enfin tout ça plutôt a été retravaillé via mon code. L'autre chose aussi que je peux vous montrer et qui peut être, on va dire, qui peut donner, on va dire, du grain à moudre sur cette réflexion de vous dire, en fait, vous créez une dépendance à votre base de données, c'est au niveau, par exemple, de ce que vous allez renvoyer au niveau de l'API. Donc en fait, pour mieux comprendre, et je trouve que c'est un bon exemple, c'est d'aller en fait dans Robot 3T. Voilà, donc là j'ai une collection. En fait, si je vous montre un document, voilà ce qu'on a en base de données à l'heure actuelle. Et là vous voyez, vous avez des champs qui commencent par DL quelque chose, puis des valeurs que vous voyez écrites en français en fait, hein, que logiquement quand on code,
que ce soit au niveau de son code ou de la base de données, on met tout en anglais par défaut, hein, faut que ça soit un standard, bah, tout est écrit en français. Alors, c'est pas un hasard que ça a été fait comme ça, parce que c'est des synchros de données et de champs qu'on récupère au niveau d'un logiciel de gestion commerciale qui s'appelle Sage. En fait, pour savoir un petit peu où on va... enfin, à quoi correspondent les données dans la base de Sage, mon prédécesseur en fait a créé des synchros et a recréé, on va dire, les données sous forme Mongo, mais en gardant en fait le même intitulé de champ. Bon, pour moi, ça me gêne pas. On peut gérer la base de données comme ça. C'est vrai que d'un point de vue lisibilité par rapport à l'intelligence, on va dire qu'il y a dans Sage, c'est peut-être plus lisible. On sait clairement que DL underscore design, bah en fait c'est vraiment le même type de champ qu'on peut avoir dans Sage. Donc si jamais on a une donnée qui est pas à jour ou qui a un problème sur une donnée en question, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc voilà. Et en fait, le problème, si vous avez remarqué, si vous vous rappelez, donc dans l'interface PHP, en fait, on exposait directement les champs sans modifier la projection. En fait, on affichait tout sauf ce champ-là. Ça veut dire que ce qu'on envoyait de l'API vers le front, ce sont des champs qui s'appellent DL underscore rev, DL underscore design, DL underscore code, DL underscore garantie, etc., etc. Et en fait, ça, moi, je trouve que c'est pas top parce que ça veut dire que non seulement on a une dépendance à notre base de données, mais en plus on a une dépendance entre guillemets à Sage qu'on veut un peu décorréler. Hein, c'est l'outil qu'on met en place pour notre client, même s'il a des liens avec Sage, il faut s'en décorréler au maximum parce que si demain il change de Sage, bah en fait faudra tout refaire, hein, tout simplement. Et là en fait on expose ces champs qui des fois dans certains cas pour les personnes du front, ne voudront peut-être rien dire. Donc c'est mieux de renommer, on va dire, ces champs dans un langage plus métier, plus propre, pour que le front puisse mieux les interpréter. Et c'est ce que je fais en fait dans l'architecture hexagonale. C'est ce que je vais vous montrer après. Donc voilà, c'est un petit peu un cas de figure aussi pour vous montrer que c'est pas parce que vous allez vers la simplicité, vers quelque chose de plus facile, de plus réducteur, on pourrait dire, en termes de code, parce que voilà, le code qui gère ce truc-là, voilà, c'est 3 lignes de code, hein, comme je vous ai montré. Moi, vous verrez qu'il y en a beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus intelligent, c'est beaucoup plus maintenable, et surtout, ça permet moi d'avoir plus de contrôle sur le code qui est produit. Là, même s'il y a très peu de code, j'ai pas du tout le contrôle sur comment sont les données, comment elles sont interprétées, etc., etc. Donc c'était vraiment ça que je voulais vous montrer et surtout vous donner une leçon surtout à en retirer de ça. Si vous aviez l'habitude de faire ça, et moi j'en ai eu beaucoup d'habitude, c'est surtout s'il vous plaît, essayez de faire en sorte de ne pas être, au niveau de votre code, de ne pas être dépendant de votre base de données. De ne pas être dépendant en fait du schéma, de la structure, des champs que vous pouvez avoir au niveau de votre base de données. Il faut bien penser à des choses séparées qui doivent à un moment communiquer ensemble. Donc surtout, faites en sorte de ne pas être dépendant de votre base de données. Donc évitez ce que je vous ai montré, les morceaux de code comme ça qui affichent directement tel que c'est stocké en base de données. Surtout, il faut l'éviter. Voilà. Donc c'est vraiment cette leçon-là que vous devriez garder en mémoire par rapport à cette vidéo et en tirer une leçon et essayer de faire en sorte d'appliquer. C'est de surtout ne pas être dépendant de votre base de données au niveau de votre code. Voilà. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vais passer vite fait en revue parce qu'on va pas approfondir énormément étant donné que c'est à peu près la même chose que pour les users. Mais je vais vous montrer quand même quelques points clés. Alors, au niveau du code, voilà ce que j'ai fait. J'ai recréé donc un nouveau module que j'ai appelé article avec quelque chose de classique. Donc comme je vous ai dit, ce que j'avais prévu, c'est de pouvoir récupérer tous les articles ou de pouvoir récupérer un seul article. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de mon service, au niveau des articles, voilà, donc j'ai créé au niveau de mon service 3 méthodes. La première,
c'est mon get article avec un S, donc pour récupérer tous les articles et renvoyer un tableau d'articles. Puis le get article by ID, donc en passant l'ID, on va récupérer l'article en question et en générer un modèle article. Et bien entendu, derrière, on va contrôler si on récupère bien quelque chose, si on récupère pas quelque chose de nul. En gros, si on récupère pas quelque chose de valide, on va juste renvoyer une erreur qui sera interprétée ensuite par notre API, de dire bah voilà, cet article avec tel ID n'existe pas. Et la dernière méthode classique, comme je vous avais montré dans la dernière vidéo, en fait, je crée toujours une méthode view. Et en fait, la méthode view, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet en fait de transformer mon modèle en une DTO, donc un objet plus classique. En général, les articles view, je les utilise en sortie de mon API. C'est les données que je vais exposer. Donc en fait, si vous voulez, j'ai toute mon intelligence qui se fait au travers de mon code, où je vais travailler là sur les modèles. Donc là, le modèle article, c'est si je dois récupérer voilà des données pour ensuite les contrôler si elles existent ou pas. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Et ensuite, quand je dois sortir ces données quelque part, donc par exemple ailleurs dans mon API ou même en dehors de mon API, je vais passer toujours par une view qui, elle, va tout simplement appeler ma méthode de DTO, tout simplement. Donc voilà un petit peu, il y a juste ces méthodes-là que j'ai créées au niveau de l'article. Au niveau du domaine, bah en fait c'est relativement simple, voire très classique. En fait, j'ai tout simplement une DTO que je vous ai montré avant dans le service qui va envoyer mon article sous forme de DTO. Donc d'objets classiques et plus de modèles. Ensuite, j'ai mon constructeur classique qui contient tous mes paramètres d'articles, mes get. Ça reste encore très classique, vous voyez, c'est un peu redondant. Je vous avoue que là, c'était un peu redondant. C'était pas compliqué à mettre en place, mais c'était un peu long, un peu chiant parce que comme je vous ai dit, il y a plus de code par rapport à ce que c'est censé faire, mais au moins tout est bien géré normalement comme il faut et pour l'évolution ça sera beaucoup plus simple et surtout pour la lisibilité de voir ce que ça fait. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en fait, on crée juste des articles qu'on récupère quelque part et on les expose. Au niveau métier, on voit qu'il n'y a pas de grosse logique, c'est beaucoup plus clair. Les articles catégorie ASDTO. Oui, il y a juste cette petite particularité. En fait, au niveau de ma base de données, donc je vais revenir ici, en fait, j'ai ce qu'on appelle des catégories. En fait, les catégories chez ce client-là, c'est juste pour dire, en fait, suivant la catégorie d'un client, parce qu'un client, je vous montrerai plus tard, en fait un client peut être catégorisé et suivant sa catégorie, il n'a pas le même prix par rapport à un autre. Donc par exemple, si un client est dans la catégorie 2, ça sera ce prix-là pour cet article qui lui sera appliqué. Si par contre j'ai un autre client qui est dans la catégorie 3, en fait il lui sera plus cher. Donc en fait, suivant la catégorie de client, il y a un prix différent. Et tout ça est géré en fait dans un tableau catégorie sous les articles. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les exceptions. Alors là, j'ai pas d'exemple, je pense que je crois que le dernier, il l'a. Il y a l'exemple, voilà. Il y a une exception, voilà. En fait, l'exception reprend les mêmes champs qu'on a ici, sauf que dans l'exception, en fait, on met ce qu'on appelle un ctenum. Alors, vous voyez, quand vous lisez la base de données, vous vous dites, ctenum, c'est quoi? En fait, ctenum... alors heureusement j'ai une connaissance du projet. En fait, le ctenum, c'est tout simplement la numérotation du client dans Sage, tout simplement. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que l'exception ici, le client qui a telle référence, ça sera tel prix qui sera appliqué. Donc ici, moins de 200 €. Quand on regarde par rapport aux autres catégories, vous voyez que c'est beaucoup plus haut les prix, donc on peut suggérer que il y a certains prix qui sont plus bas que la moyenne pour certains clients qui sont les exceptions. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, au niveau de la structure de données, vous voyez, c'est exactement la même chose. On pourrait très bien
avoir une catégorie avec juste un client, ça pourrait arriver. Je crois pas que ça existe, mais ça a été prévu comme ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait globalement? En fait, comme c'est des données qui sont toujours formatées d'une certaine façon dans mon tableau. En fait, vous voyez mes catégories, j'ai créé en fait un deuxième modèle qui s'appelle article catégorie. Comme les catégories et les exceptions ont des objets similaires, c'est-à-dire qu'ils ont exactement les mêmes champs pour le moment, j'ai fait en sorte en fait qu'ils aient le même modèle, le même tableau de modèle. Donc qu'est-ce que c'est un article catégorie? En fait ça fait comme un modèle article, sauf que voilà, c'est beaucoup plus light. Il y a une référence, une catégorie, un prix de vente et la référence du client. Et ensuite il y a juste les champs classiques avec une DTO et une action statique pour les créer, pour pouvoir les créer, surtout quand je les récupère de la base de données. Donc voilà, ça reste assez classique. Et en fait, ces champs-là, donc j'ai appliqué ce typage-là, qui est mon modèle. Donc on a ici mes modèles. On les ressort aussi ici, en sortie. Et il y a la petite particularité pour la DTO. Parce que forcément, en fait, la DTO doit convertir mon modèle en DTO. Mais ça veut dire aussi que mes modèles qui sont contenus dans des tableaux, donc mes catégories, mes exceptions, doivent être aussi convertis comme des DTO. Donc en fait, j'ai créé tout simplement une méthode dans mon modèle principal, qui est les articles, où je lui passe en fait mon tableau de modèle article catégorie pour les exceptions et pour les catégories. Et en fait, cette méthode, quand on regarde ici, donc elle reçoit un tableau d'articles catégorie. Et ensuite, tout ce qu'on fait, c'est très simple. On initialise un tableau à vide qui va contenir des articles catégories DTO, puisque c'est ce qu'on va vouloir ressortir, c'est ce qu'on veut ressortir, c'est des DTO. Et ensuite, on va faire un for each de notre article catégorie pour invoquer leur méthode asDTO qu'on va pusher dans notre tableau vide qu'on a initialisé avant. Et ensuite, ce qu'on va retourner, c'est notre tableau qui a été constitué de DTO d'articles catégorie. Et tout ça est renvoyé à travers la DTO principale d'article DTO. Donc vous voyez, c'est quand même assez classique, assez simple à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de logique. Il y a juste cette petite subtilité qui est peut-être aussi intéressant à vous montrer, c'est que malgré qu'il est très simple, cet objet, ce module article, je vous montre en fait un cas de partie d'archi hexagonale où en fait on se retrouve avec plusieurs modèles, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite j'ai mes DTO, mes DTO articles avec tous les champs. J'ai la même chose pour les catégories. J'ai la DTO pour les catégories. Donc ça c'est au niveau de de mon domaine. Vous voyez, il n'y a pas énormément de logique. C'est juste que demain, si on doit faire évoluer les articles et mettre de la logique dedans, en fait tout est préparé et on pourra les faire évoluer par la suite. Et en plus ça tombe bien puisque, comme je vous ai dit, je réécris l'API parce qu'on compte refaire l'application mobile de notre client, mais il y aura de la feature par la suite, et ça laisse présager, et je sais que déjà dans ces features futures, je sais qu'il y aura de la logique supplémentaire sur les articles et des données à rajouter. Donc voilà un petit peu au niveau du domaine. Donc pareil, classique, j'ai créé un repository article qui contient en fait les deux méthodes que je vous ai dit. C'est la logique de mes articles. La logique de mes articles à l'heure actuelle, c'est de récupérer soit un article, soit la liste de tous les articles. Et là pour le coup, j'ai géré aussi, je lui ai dit en fait tu prends un match, un genre de filtre sous forme d'objet pour filtrer les données et pas renvoyer nécessairement tous les articles. Même si pour le moment, j'ai prévu le cas, même si pour le moment, on affichera tous les articles dans un premier temps pour qu'on soit ISO fonction. Donc ça, c'est au niveau du domaine. Je vous ai parlé du service. Et ensuite, il y a l'infrastructure avec le contrôleur. Donc là, le contrôleur, j'ai deux méthodes. J'ai getArticle et le findOne. Où là, en fait, je vais appeler comme je vous ai dit, mes méthodes de mon service. Donc là, j'appelle la méthode de mon service article où je récupère tous les articles. Je récupère un tableau d'articles
qui est donc mon modèle article, mon tableau de modèle article. Et ensuite, tout ce que je vais faire, c'est un peu la même chose que pour ce que je vous ai montré pour la DTO, c'est-à-dire que je vais constituer un tableau vide et je vais parcourir mon tableau de modèle d'articles pour les transformer en article view et de faire un push. J'aurais pu mettre ça dans une autre méthode, même du service, mais bon, je me suis dit vu que je vais le faire à mon avis qu'à un seul endroit pour le moment, je le laisse là, et si jamais je vois que je pourrais refactorer, je refactorerai plus tard. Et exactement la même chose que pour récupérer un article. Donc là, je fais get by article, je récupère une instance d'article que je passe à mon article view en la retournant, et ça va me retourner une promise sous forme de DTO, tout simplement. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est très classique. Quelle autre particularité, pardon, je peux vous montrer? Bah oui, les tests, parce qu'il y a une petite particularité, peut-être que vous avez fait attention, j'ai créé un mock d'article, parce que là, contrairement au user, je ne crée pas d'article ici. Il n'y a pas de méthode de création, pour le moment j'en ai pas besoin. Par contre, pour faire mes tests et pour pouvoir contrôler que les données que je récupère ressortent bien, mais en fait il me faut des articles. Donc pour ça, dans les tests, on crée ce qu'on appelle des mocks pour générer des articles. Donc comment j'ai fait concrètement? Donc je vais vous montrer le fichier de test qui est ici, voilà. Donc là on est sur un fichier de test classique. Donc avant de l'exécution de mes tests, je définis une DB Mongo en mémoire, je récupère son URI que je passe en variable d'environnement, je me connecte à cette base de données via un Mongo client classique et je récupère l'instance de la DB. Et cette instance de la DB, je la passe à mon service, dans mon MongoDB article repository. D'ailleurs, je vous le montrerai après pendant le parcours des tests justement ce que j'ai fait dedans. Donc voilà, et ensuite j'ai invoqué un mock où je lui passe l'instance de la DB. Et en fait, mon mock, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple. Je récupère l'instance de ma DB en mémoire, je fais un remove de tout, on sait jamais, au cas où, ça peut arriver que la librairie cafouille et que vous ayez quand même des données dedans, on sait jamais. Donc moi je fais un remove all de tous les articles, comme ça instancie ma collection vide, et ensuite j'insère mon mock d'article qui est en fait ici. Et en fait, je me suis pas cassé la tête, j'ai juste copié ce que j'avais en base de données, puisque c'est vraiment ce qui est reflété en base de données. Donc j'ai copié quelques articles, j'en ai fait 3-4 dedans, ou 5-6, je sais plus. Voilà, donc j'ai appelé mon mock comme ça. C'est comme ça que moi je crée mes mocks quand je crée des tests par rapport à une base de données en mémoire. Alors pourquoi je crée des tests sur une base de données en mémoire et pas par exemple sur parce que je pourrais avec mon architecture hexagonale gérer mes variables tout simplement en mémoire RAM et pas passer par une base de données, parce qu'en fait j'ai besoin de tester l'insertion dans Mongo et la récupération des données dans Mongo pour voir si j'ai pas de bug, si je stocke bien les données comme il le faut par rapport à ma prod. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Ça veut dire aussi, bien entendu, que demain, si je change de moteur de base de données, je vais devoir recoder mes tests. Alors, pas totalement, je vais juste devoir changer mon connecteur de stockage et faire en sorte que mon stockage soit passé à mon service, en fait, tout simplement. Il faudra juste que je change ça. Mais fondamentalement, ça va rien changer au niveau de mes tests. Et ensuite, au niveau de mes tests, j'ai juste créé un test qui récupère donc tous les users et enfin pas les users, je sais pas pourquoi j'ai mis get user. Donc qui part en fait qui fait mon get article et get article by id. Donc j'ai géré les deux en même temps pour le moment puisque ça ne fait pas grand chose. Donc vous voyez au niveau de mes tests, j'appelle mon service get article, je fais un article view de un seul article. Je le fais pas avec un for, tout simplement parce que dans des tests, il faut pas mettre de logique.
Il n'y a pas de if, il n'y a pas de for, il n'y a pas de tout ça. C'est pas grave hein, si on met des if ici, hein, dans les after all ou dans les before, mais dans les it, il faut surtout ne pas en faire. Ça marche, hein, on peut mettre des logiques, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que c'est anticonventionnel par rapport aux tests, puisque les tests doivent tester un mécanisme et son résultat. Il faut éviter de faire des tests des conditions, parce que si vous mettez des conditions dans vos tests, comment vous pouvez être certain que vos conditions soient bonnes, puisque le but de vos tests, c'est de tester vos conditions, justement. Donc, il faut surtout pas mettre de tests. Donc, je récupère juste un article, donc j'ai pris le 5e. À partir de là, pour le 5e, je récupère l'ID pour faire un get article by ID. Donc en fait, je récupère l'article de l'index numéro. Donc dans mon tableau, c'est pas le 5, c'est le 6, vu qu'on commence à 0, pour le confronter en fait en get all article avec un get one. Donc je vais confronter les deux et en fait je regarde que les deux me renvoient le même résultat, puisque je suis censé avoir dans les deux, au niveau des lignes que j'ai cherché, le même résultat. Ça doit afficher la même chose pour que mon test passe. Donc je fais tout ça jusqu'ici. Voilà, donc tous les expects qu'on a ici, c'est ça. Et ensuite, les derniers expects, c'est pour tester mon tableau d'exception et mon tableau de catégorie. Et je sais en fait que pour cet article-là, j'ai au moins une exception et une catégorie. Et en fait, je vais vérifier que pour la première ligne, j'ai bien un champ référence, catégorie, price sell et référence customer. Donc c'est juste pour vérifier que les données que je renvoie sont conformes à ce que j'ai défini au niveau de mon modèle, tout simplement. Donc la dernière chose après que je vais vous montrer très rapidement, c'est dans l'infrastructure le Mongo Article Repository, pour vous montrer un petit peu. Parce que c'est vrai que j'ai vite survolé, mais vous avez peut-être dû remarquer que donc mes données sont affichées comme ça, mais au niveau de mon modèle, voilà, j'ai renommé moi-même les champs, hein, comme vous voyez. J'ai tout passé en anglais et j'ai mis des descriptions moins réduites et beaucoup plus correctes. Donc comment ça se passe par rapport à ma base de données, puisque là on a un bon exemple. En fait c'est tout simple, j'ai un find. Donc par exemple si on regarde le get article by ID, hein, par exemple, ou même de toute façon c'est la même chose, hein. Voilà, si je récupère tous les articles, j'ai un find avec un match. Et en fait qu'est-ce que je fais? Je définis une pipeline, parce que je fais plus une requête Mongo via un find, mais un agrégat plus complet. Et en fait, je spécifie le match, qui est le match sous forme Mongo, et ensuite je fais ma projection, où je récupère tous mes champs un à un. Donc je préfère réécrire chaque champ un à un, et pas juste comme on a vu avant, tout simplement pour être sûr de bien les prendre en compte, et surtout si jamais la donnée je la récupère pas, de m'interroger à un moment pourquoi je la récupère pas. Donc voilà, je récupère ces données, et ensuite je vais les formater. Et j'utilise un from database. Et là le from database est intéressant à regarder. Donc que fait le from database? Mais en fait il va faire un for each, hein, des exceptions. D'ailleurs, je m'aperçois en regardant avec vous, donc ouais, ce code-là ne sert plus à rien. C'est quelque chose que j'ai oublié de retirer. Donc vous voyez, en plus, en faisant ça avec vous, je vais relancer mes tests pour voir que tout fonctionne bien comme il faut. Voilà, parfait, nickel. Donc qu'est-ce que je fais? En fait, le from database va me créer une instance de mon article, donc va me créer un modèle article. Et là, en fait, je fais la confrontation, c'est-à-dire que je sais que en fait, le from database, ça provient de la base de données, je sais que mes champs sont de telle façon, tel que je vous l'ai montré, et en fait, je fais la conversion de tous mes champs, donc le underscore ID, le DLRef, DLDesign, avec les champs correspondant à ma DTO, donc à mon article DTO, puisque pour créer mon article, je lui passe une article DTO. Et en fait, je fais toute cette confrontation-là. Et je fais la même chose pour les catégories et les exceptions, donc via le code qu'on a dans cette méthode, où en fait je vais convertir je vais faire la même correspondance, donc ARF, AC catégorie, AC prix de vente, en les champs que j'ai définis au niveau de mon modèle. Et en fait c'est comme ça que je recrée mon instance pour que ces champs typiques base de données deviennent des champs
de mon modèle. Et en fait, ce seront des champs aussi qui seront exposés au niveau de mon API. Ce qui fait que, en fait, si vous regardez bien et si vous avez bien compris, les champs de la base de données que vous voyez ici, par exemple des LREF, des LDesign, en fait, ils sont existants que dans mon Mongo repository. Ils ne sont pas visibles à l'extérieur de ce fichier. C'est-à-dire que, au niveau du reste de mon code, on ne sait pas que dans la base de données, le champ référence correspond à des LREF. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de le savoir à ce niveau-là, en fait. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait. Et en fait, après, avec le from database, c'est simple, voilà, on met ça dans un tableau et ensuite on retourne le tableau. Et ce tableau-là, c'est le find qui est appelé du getArticle, et le getArticle, lui, il est appelé dans le service, ici. Donc voilà, on reste sur l'archi hexagonale classique, mais je tenais à vous montrer un petit peu que voilà, je récupère les champs tels qu'ils sont nommés dans la base de données, et voilà l'endroit où je fais la correspondance entre mon modèle et ma base de données, c'est le from database, qui est là vraiment utile pour le coup. Il faudrait que je fasse la même chose, mais à l'envers, si je faisais un to database, si on faisait de la sauvegarde d'articles, ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle au niveau de l'API, mais au niveau de Synchro. Donc voilà un petit peu globalement ce que j'ai fait. Je regarde rapidement mes commits, mais oui, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. J'ai juste rajouté, oui, des fichiers supplémentaires que j'avais oubliés, du genre du prettier, pour mieux formater mon code, hein, pour qu'il tienne bien. Mais sensiblement, voilà globalement ce que j'ai fait. Voilà. Donc au niveau des tests, il n'y a pas de problème, ça passe. Et au niveau de mon pot, qui me permet de tester mon API, en fait, j'ai pas de problème. Donc, si je fais un get all article, vous voyez, je récupère bien mes articles avec l'ID, la référence, description, etc. Avec les noms de champs que moi-même j'ai définis. Et si je fais un get one de l'article, en fait, j'ai la même chose. Hein. Voilà. Mais sauf que j'ai juste un article. Donc, vous voyez, tout fonctionne correctement. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, donc j'ai réussi à gérer les deux choses sur mon sprint, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc c'était pour la semaine 2. Donc j'ai bien géré le get one product et le get all product. Donc j'ai fait la progression à 100%, j'ai tenu mon délai. Et pour la semaine 3, donc semaine prochaine, sur quoi je vais m'occuper? En fait, je vais m'occuper des clients. Alors pourquoi les clients? Parce que si je suis ma roadmap, en fait, donc j'ai besoin d'utilisateurs pour me connecter, j'ai besoin de produits, j'ai besoin de clients pour pouvoir générer des commandes. Donc c'est automatiquement logique que je prenne les clients. Donc au niveau du sprint, je vais faire le get all des clients et je vais faire le get one aussi des clients. Donc ça sera sensiblement la même chose que les produits. Donc ça va être un peu redondant. Donc pas très compliqué, mais un peu chiant à faire au départ. Par contre, la partie qui sera intéressante, c'est qu'en plus de ça, je vais essayer de faire en sorte de faire le add delivery address et le delete delivery address. Donc de pouvoir rajouter des adresses de livraison ou de pouvoir en supprimer tout simplement. Donc il y aura 2 méthodes supplémentaires à créer, donc 2 traitements supplémentaires à exécuter. Donc voilà un petit peu ce que je compte faire la semaine prochaine. Voilà, donc ça, il n'y a pas à dire plus pour ce sprint. Hein, vous voyez, c'est assez basique avec juste quelques petites subtilités que je vous ai montrées. Voilà, donc ceci conclut en fait le sprint numéro 2. Donc comme vous l'avez vu, il y a quand même quelque chose à bien prendre en compte et que vous devez apprendre et que vous devez, si vous avez pris cette habitude comme moi pendant plusieurs années, vous en détacher tout de suite. C'est ne créez pas de dépendance de votre code par rapport à votre base de données. Réfléchissez bien indépendamment l'un et l'autre. Il ne faut pas nécessairement que votre base de données soit reflétée dans votre code et vice-versa. Moi, j'avais souvent tendance à faire en sorte que mon modèle de données dans ma base de données ressemble quasiment trait pour trait à ce que j'ai dans mon code. Moi, je vous conseille pas du tout de faire ça.
Surtout si demain vous changez de moteur de base de données, il y a fort à parier que en fait vous allez changer carrément l'organisation des données. Donc surtout, si vous avez une chose à retenir par rapport à cette vidéo, ne calquez jamais votre modèle de base de données avec votre code. Il faut absolument détacher les deux et gérer les deux de manière indépendante. C'est tout ce que vous devriez retenir de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et juste pour rappel, donc le prochain sprint, lui, va porter sur la partie de gestion des clients, de pouvoir récupérer tous les clients ou un seul client en question, et aussi de pouvoir créer et supprimer des adresses de livraison. Donc j'espère pouvoir tenir le challenge la semaine prochaine, parce qu'il y a un peu plus de travail que pour cette semaine. Mais bon, les défis c'est fait pour ça, donc je vais essayer de m'y tenir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!